4 jours après la nomination de ses membres, le Conseil économique et social reprend du service. L'institution a effectué ce matin sa rentrée solennelle. Dans cette édition également, il sera question du démarrage de la Semaine nationale des sourds de Côte d'Ivoire. L'événement est à sa 6e édition. Et puis au Burkina Faso, l'état d'urgence décrété, le gouvernement et le Parlement dissous. Malgré cela, les tensions restent vives dans le pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On démarre d'abord en images avec le Conseil économique et social qui a effectué ce matin sa rentrée solennelle. 4 jours après la nomination de ses membres, l'institution créée en 1961 reprend du service. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative qui a pour mission de contribuer au développement économique et social du pays. Il regroupe en son sein les représentants de toutes les couches socio-professionnelles, de la santé à l'agriculture en passant par l'artisanat. Rentrée solennelle du Conseil économique et social, c'était donc ce matin. On écoute à présent la réaction de Yadé Coulibaly. Le Conseil économique et social a une mission officielle, celle d'être très proche du gouvernement, du président de la République, pour lui apporter des avis sur l'ensemble des grandes questions qui intéressent la vie de la nation ivoirienne. Donc, tous les débats qu'on court pour remettre notre pays dans le droit chemin de développement, toutes ces questions-là nous intéressent et nous sommes appelés à donner notre avis au président de la République pour qu'éventuellement il en tienne compte pour orienter les décisions politiques à venir. C'était donc la réaction de Yadé Timoko Coulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social. Bonne gouvernance, le sujet est au centre d'un forum. Il est initié par l'ARGA, l'organisation panafricaine FAHAMU et l'Alliance ivoirienne pour refonder la gouvernance en Afrique. Le forum, qui est axé sur la justice transitionnelle, vise à mettre en place des plateformes d'échange en vue de trouver des mécanismes endogènes de règlement de conflits en Afrique. Hamza Diaby. Analyser et identifier l'origine des crises survenues dans certains pays africains. Mettre en place des mécanismes de justice afrocentriques, c'est-à-dire propres à l'Afrique, sans se référer aux mécanismes occidentaux. Apporter une contribution au processus de réconciliation et œuvrer à la bonne gouvernance dans les pays qui ont connu la guerre. Ce sont là les objectifs de ce forum. Durant 3 jours donc, les participants venus du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire vont aborder les questions relatives à la justice et à la réconciliation en vue d'appréhender le dialogue sur la justice transitionnelle. Et ce, sur les thèmes vers une autonomie de la justice transitionnelle en Afrique. Nous avons organisé cet atelier en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays assez influent dans la sous-région, mais aussi qui a connu des moments difficiles. Durant les 3 jours, les participants vont essayer de dialoguer, échanger, mais aussi de trouver les moyens d'amener des solutions aux problèmes africains, mais aussi de le faire à l'africaine. La combinaison de la justice traditionnelle et des mécanismes complémentaires pour aboutir à la réconciliation est essentielle. On ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice non plus. On ne peut pas arriver au pardon tant que les victimes, leur sort n'est pas réglé. Le forum est conjointement initié par l'organisation panafricaine FAHAMU de justice sociale et l'Alliance ivoirienne pour refonder la gouvernance en Afrique. Les travaux débutés ce mercredi prennent fin vendredi. Des forums similaires ont déjà été organisés au Kenya, en Ouganda et au Mali durant cette année 2014. Vous l'avez sans doute rectifié par vous-même, c'était plutôt un reportage commenté par Abou Sanogo. Ouverture hier de la Semaine internationale des sourds de Côte d'Ivoire, le but visé par l'événement est l'intégration socio-professionnelle de ces personnes. C'est la 6e édition du genre et le thème retenu cette année est le renforcement des diversités humaines. 6e édition de la Semaine internationale des sourds. À travers cette célébration, l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, ANASOC, entend faire accepter les sourds dans la société et leur permettre de jouer pleinement leur rôle. La 6e édition de la Semaine internationale des sourds, c'est une cérémonie très importante pour lui. Il est très content parce que chaque année, la Fédération mondiale des sourds donne un thème sur les différentes possibilités de pouvoir intégrer les sourds dans le milieu social, sensibiliser la communauté, faire des plaidoyers
pour que le monde entier puisse connaître la situation des sourds. Rétablir les sourds dans leurs droits et transcender définitivement la barrière du langage. Des moyens par lesquels les parents veulent aider les enfants à surmonter leur handicap. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas les canaliser, ça veut dire que l'État alors ne fera rien. C'est comme ça qu'il, répercute cela au niveau de la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, je veux dire que nous prenons le poids de la bête, nous commençons à comprendre leur réalité. En fait, si nous pouvons leur donner l'éducation qu'il faut, si nous pouvons leur accorder l'amour nécessaire dont ils ont besoin, c'est sûr qu'intégrés au sein des familles, ils pourront faire cette intégration au niveau national et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Prôner l'unité dans les associations des sourds et faciliter leur intégration professionnelle. Ce sont entre autres les mesures prises par le gouvernement. Et les sourds même doivent faire leur promotion. Le fait même de se mettre déjà ensemble pour promouvoir déjà, c'est déjà important. Et avec l'appui du gouvernement, on peut les aider à pouvoir se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire le droit au travail pour les sourds, c'est important. C'est dans ce sens-là que le ministère a déjà dans son personnel sourd. L'Institut national d'hygiène publique a mis à profit cette célébration pour sensibiliser les sourds sur la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola et les mesures à prendre. Les premières journées du livre technique et professionnel ont démarré hier. C'est un espace d'échange offert par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CID4. Cela peut permettre aux étudiants des filières professionnelles et techniques de se familiariser avec la version numérique des livres. Du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Mettons le livre technique et professionnel au cœur de la formation. C'est le thème de ces journées. Des journées initiées par le CID4, c'est-à-dire le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et qui vise deux objectifs majeurs. Il s'agit en premier lieu de promouvoir la production de livres sur les cours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et en second lieu de les transcrire en données numériques. Des objectifs qui bénéficient du soutien du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Ces journées-là, on les prépare, je vais vous dire, depuis pratiquement 2007. Pour nous, c'est un des éléments majeurs de la réforme de la formation professionnelle. Mettre à la disposition des jeunes, nos jeunes frères et sœurs, des livres techniques, des livres d'enseignement technique, des livres d'enseignement professionnel et pourquoi pas des livres de l'enseignement général tout court. Et c'est ce pari-là que nous avons réalisé. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux parce que cet objectif a été atteint. Plusieurs éditeurs ont pris part à ces journées. Les lauréats du concours 2014 de meilleures publications sur l'enseignement technique et de la formation professionnelle reçu des récompenses. Les pionniers de ces publications n'ont pas été oubliés. Ils ont été honorés avec des trophées. Un sentiment de joie et de fierté, surtout pour mes collaborateurs qui font le travail, comme je l'ai dit, au quotidien, à mes côtés. Moi, je ne fais que définir les stratégies et puis eux, ils font le travail au quotidien. L'initiative du CID4 est bien appréciée par les étudiants. Le livre est plus stable par rapport aux manuscrits parce que les manuscrits peuvent être photocopiés ou falsifiés. Les livres, nous allons directement les acheter dans les librairies. Donc cela nous apporte une certaine garantie. Ces journées promotionnelles de production de livres sur les cours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont enregistré la présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, et du conseiller spécial du président de la République, Albert Flendé. Elles prendront fin le vendredi 30 octobre. La page internationale de cette édition s'ouvre au Burkina Faso. En images, le vote relatif à la réforme de la Constitution n'a pas eu lieu. Les manifestants qui protestaient contre ce projet se sont attaqués ce matin à des bâtiments officiels. Le vote devait permettre au président Blaise Compaoré de se présenter à la prochaine élection présidentielle après 27 ans au pouvoir. Ce soir, l'état d'urgence a été décrété. Le gouvernement et le Parlement ont été dissous. Le chef de l'armée annonce la mise en place d'un gouvernement de transition. Le président de la Zambie, Michael Sata, est décédé mardi dernier à l'âge de 77 ans. C'est le vice-président Guy Scott qui assure l'intérim pour 3 mois. La Zambie se retrouve ainsi pour la première fois depuis son indépendance il y a 50 ans avec un président blanc, un intérim qui fait polémique. Un chef d'État d'origine européenne à la tête d'un pays africain.
Ce n'était plus arrivé depuis la fin de l'apartheid. En Zambie, le vice-président Guy Scott, de parents écossais, est devenu président par intérim après le décès de Michael Sata. De quoi alimenter le débat dans les rues de la capitale, Lusaka. Il n'est pas légitime. 50 ans après l'indépendance, nous sommes censés agir nous-mêmes dans cette fonction, parce que cela met le pays dans une situation embarrassante. Est-ce qu'on veut le retour de la colonisation? Mais pour d'autres, aucun problème. Guy Scott est un vieux routier de la vie politique zambienne. Il a la nationalité et les compétences. Monsieur Guy Scott est qualifié pour ce poste parce qu'il ne l'aurait pas choisi comme vice-président s'il n'était pas qualifié pour l'être. C'est un Zambien. Il mérite ce siège. Je ne vois pas ça comme un problème. Être ou ne pas être président, il doit être le président. Guy Scott assurera cette mission pendant 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle anticipée en janvier 2015. Mais il ne pourra pas se présenter. Il faut avoir des parents zambiens, stipule la Constitution. Préparatifs pour un assaut, des renforts de combattants kurdes irakiens attendaient aujourd'hui de pouvoir traverser la Syrie pour aider à chasser les djihadistes de la ville kurde de Kobané. Autorisé par la Turquie sous la pression des États-Unis, le passage des renforts en Turquie a suscité la colère du régime de Damas. Le convoi d'une quarantaine de véhicules transportant les renforts de combattants kurdes irakiens à destination de la ville syrienne kurde de Kobané, assiégée par les djihadistes, est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville frontalière turque de Suruç. Les Peshmerga ont rejoint un premier contingent de combattants venus de la province autonome du Kurdistan irakien. Chargé d'armes lourdes, ce convoi a franchi la frontière entre l'Irak et la Turquie. Les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement islamo-conservateur turc qui a autorisé le passage sur son territoire des Peshmerga irakiens. Qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.